Pour un nouveau numéro de Washington Forum, coup de projecteur cette semaine sur la situation politique tendue en République démocratique du Congo, avec en ligne de mire les prochaines élections présidentielles et législatives. Après une semaine de fronde anti-Kabila, le gouvernement congolais a fait marche arrière sur un article litigieux de la nouvelle loi électorale. Mais ce revirement signifie-t-il la fin de la crise ? Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à la VOA. Nous entendrons les différents sons de cloche dans le dossier congolais dans quelques petites minutes. D'emblée, un récapitulatif des émeutes et manifestations meurtrières de la semaine dernière dans les rues de Kinshasa et d'autres villes du Congo. Bilan 13 morts d'après le gouvernement, 42 selon l'ONG FIDH. Au bout du compte, le régime de Joseph Kabila a abandonné le passage le plus contesté de la nouvelle loi électorale en vigueur depuis dimanche. Le compte-rendu de Lionel Gaïma. Retour au calme depuis lundi en RDC après les 4 jours de protestation à l'appel de l'opposition contre l'article 8, alinéa 3 de la réforme électorale. Une disposition litigieuse qui conditionnait la prochaine élection présidentielle au recensement général de la population. Pour les opposants, ce n'est qu'une manœuvre pour permettre au président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, de prolonger son mandat alors que la Constitution lui interdit de briguer un nouveau quinquennat. Mais volte-face dimanche, les députés ont voté la nouvelle loi électorale en enlevant le très controversé alinéa. L'annonce est venue du président de l'Assemblée nationale et membre du parti présidentiel, Aubin Minakou. Dès le départ, il n'était nullement question de contourner la Constitution. Et le retrait de cet alinéa signifie notamment ce qui suit. Toutes les dispositions de la Constitution de la République, notamment celles concernant les délais d'organisation des différentes échéances, celles concernant la nécessité d'identifier les nationaux, etc. Je dis bien toutes les dispositions de la Constitution doivent être respectées par toutes les institutions de la République. Une agitation politique de trop pour la RDC, selon le politologue Yves Ouya, pour qui l'Est du pays reste un creuset de conflits et de rivalités ethniques depuis ces 20 dernières années. Nous avons effectivement un pays qui a déjà un conflit à l'est de ce pays. Un conflit qui n'est pas maîtrisé par le pouvoir. Nous avons une présence de l'ONU à travers la MONUSCO. Et nous avons effectivement aussi un pouvoir qui est en place depuis le départ de Mobutu et qui aujourd'hui ne veut laisser aucune possibilité à son opposition de pouvoir effectivement gérer le pays. Et c'est ce problème, à mon sens, qui aujourd'hui est en cours dans toute l'Afrique et qui va soulever des soubresauts au niveau effectivement politique. La plupart des 65 millions de Congolais vivent dans la pauvreté malgré toutes les richesses naturelles du pays, or, diamants, cuivre, cassiterite, coltan, mais d'après les ONG, leur exploitation est entravée par la corruption et les guerres. Pour plusieurs dirigeants de l'Afrique de l'Ouest et centrale arrivant à la fin de leur mandat, la RDC pourrait créer un précédent important. Mais le départ forcé en octobre du Burkinabé Blaise Compaoré, après la tentative d'abolir les limites constitutionnelles, fait aussi réfléchir. On n'aura pas une cascade de révoltes. Ce que moi je vois, c'est plutôt qu'il y aura des révoltes en fonction des pays et en fonction des périodes. Après les récents événements meurtriers en RDC, Washington et l'ONU ont réitéré leur appel au gouvernement de Kabila de tenir des scrutins présidentiels et législatifs dans les délais prévus. Merci bien Lionel. Voilà l'heure maintenant d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités. À Bruxelles, Nicole Toumba-Boatia, porte-parole en Belgique, de Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, un des plus importants partis d'opposition en RDC. Madame Boatia est également professeure de droit.
Dans l'État américain du Massachusetts, Gilbert Okoko Kalonda, secrétaire national du Mouvement pour la solidarité, la démocratie et le développement, le MSDD de Christophe Latundula, député de la majorité présidentielle. Gilbert Kalonda qui nous rejoint via Skype de Boston. De la Brookings Institution, ici même à Washington, Michael O'Hanlon, directeur de recherche du programme de politique étrangère au sein de ce think tank américain. Gilbert Kalonda, évidemment avec moi sur ce plateau, un nouveau collègue de la VOA, Eddie Isangu. Gilbert Kalonda, question directe. Y a-t-il eu un complot politique ourdi par la majorité gouvernementale pour maintenir Kabila au pouvoir au-delà de 2016 par le truchement de ce fameux article 8, comme l'insinue l'opposition congolaise? Merci Jacques et merci à toute l'équipe de VOA qui nous associe pour participer au débat de ce jour. D'entrée de jeu, laissez-moi d'abord saluer nos compatriotes, tous les Congolais de la majorité tout comme de l'opposition, qui ont tout fait dans les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, pour que nous puissions arriver à ces compromis, qui est la volonté exprimée par notre peuple à travers les revendications, mais aussi qui nous a interpellés pour que nous puissions ensemble respecter la Constitution congolaise, parce qu'aucune loi ne peut être au-dessus de droit de la République, de la Constitution qui est la loi fondamentale. Et par conséquent, nous nous réjouissons de l'accalmie qui est arrivée à Kinshasa, mais aussi, nous profitons aussi de l'occasion pour présenter nos condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs pour que en fait, la démocratie émerge dans notre pays. À ces gens-là, nous leur disons nos condoléances les plus sincères. Et nous disons encore une fois que plus jamais ça, à la République démocratique du Congo, nous avons fait couler beaucoup de sang. Je comprends parfaitement, plus jamais ça. Effectivement, ouais. Je comprends. Vous savez, cette émission va passer très vite, donc alors je vous demanderai de répondre vraiment très rapidement. Alors, la question que je vous ai posée, est-ce que c'était une manœuvre au départ de la part du pouvoir en place? Bon, je ne saurais vous dire oui ou non, mais en fait, le président national Christophe Latundula Pena, lorsqu'il intervenant dans les débats le jour de la présentation de la loi par le vice-premier ministre, le ministre Bochab, il a soulevé la question. Il a dit que l'article 8, tel qu'il a été fait dans la loi et son alinéa 3, violait la Constitution. Et par conséquent, cet article pose problème des consensus national. Et malgré ces interventions, qu'il a continué au niveau de la commission PAJ, ainsi que dans la plénière, les amendements qui ont été faits pour que nous puissions extirper de cet alinéa, afin que la paix sociale revienne, n'a pas été attendu par la majorité de ses collègues qui siégeaient à l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, nous sommes allés... Donc vous êtes d'accord que quand même au départ il y a eu une cacophonie. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais a mal vendu cet amendement? Quel était le problème alors? Très rapidement. Bon, le problème, je pense que est-ce que c'était fait à dessein? Mais dès lors qu'au sein de la majorité présidentielle, il y a eu des voix qui se sont soulevées pour dire que l'alinéa 3 de la loi électorale pose problème et qu'il fallait l'extirper. Mais en fait... la question que je vous posais, vous ne l'avez pas répondu. Est-ce que cet article, cet alinéa, est-ce que ça a été fait délibérément par le gouvernement pour éventuellement maintenir Kabila au pouvoir? Oui ou non? Est-ce que c'était ça les décès derrière cet article? D'abord, vous deviez savoir que la loi qui était en discussion dès l'ouverture de la session extraordinaire, cette loi... Il n'y avait pas une loi. Bon, malheureusement, je vais m'adresser aux autres invités. Professeur Batua, l'opposition a-t-elle donc fait un procès d'intention au régime au pouvoir? Était-ce tout simplement du Kabila bashing, une campagne de démagogie en vue des prochaines élections? En tout cas, nous, l'opposition, nous sommes très clairs. En tout cas, pour mon parti, nous sommes très clairs. C'était des manœuvres dilatoires, des manœuvres, encore une fois, stratégique simplement pour aboutir à un glissement du calendrier électoral. Ouais. Déjà, le professeur Bochab, qui est vice-premier ministre de l'Intérieur,
avait subtilement fait un livre, édité un livre qui parlait de l'importance de la révision constitutionnelle. Bon, la Constitution a été promulguée depuis 2006, en son alinéa 220, article 220, où il est prévu que M. Kabila doit faire 2 mandats. Oui. Voilà que le peuple s'est levé avec l'opposition pour dire non à cet article 220. Mais subtilement, étant donné que cet article de la Constitution a été mis au congélateur pendant un temps, voilà que surgit la loi électorale en son article 8, alinéa 3, qui pose problème. Comment est-ce qu'on peut vouloir d'abord faire un recensement? L'élément qui pose problème, c'est le recensement. C'est le recensement. L'opposition n'avait-elle pas elle-même réclamé en 2011 ce recensement de la population? Oui. N'est-il pas important de compter les habitants avant la tenue des scrutins? C'est ça que je dis. Le recensement, nous étions pour le recensement depuis très longtemps. Mais à aucun moment ce recensement a été fait. Mais comment expliquer que simplement à un an et quelques mois de la fin du mandat présidentiel, que ce recensement puisse ressortir? Pourquoi depuis 2011 on ne l'a pas fait? Pourquoi depuis 2006 on ne l'a pas fait? Simplement à quelques moments de la fin du mandat, nous parlons de recensement. Avant les élections, est-il impossible? Impossible. Oui, c'est impossible, monsieur Aristide. C'est impossible. Le Congo est un grand pays avec une superficie gigantesque. On doit d'abord savoir qui est qui. Et à cause de nos frontières poreuses, on ne sait pas qui entre, qui sort. On doit savoir pouvoir identifier ces gens. Et ça peut prendre maximum 4 voire 5 ans. C'est pour ça que nous avons dit non à cet article-là, à cet article 8. On l'a compris. Michael O'Hanlon, quelle lecture faites-vous de cette situation? Manœuvre délibérée du régime Kabila aux campagnes de démagogie de l'opposition? Pour moi, c'est très important que l'élection, que le processus continue d'une façon prévisible, d'une façon propre, puisque le monde entier ne veut pas que Kabila soit le nouveau Mobutu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas quelque chose que le monde puisse tolérer. C'est important qu'il y ait une transition paisible et propre en Congo d'une façon électorale. Et n'importe quel incident qui pourrait ralentir ou prévenir, empêcher ça, c'est très très mauvais pour le Congo, puisque le monde entier va se dire malheureusement, on ne peut pas aider ce pays. Le revirement du gouvernement congolais signifie-t-il la fin de la crise politique? À votre avis, les prochaines élections vont-elles se tenir dans la sérénité en fin de compte? Je crois que la démocratie congolaise, si ça pourrait marcher, ça serait quelque chose que le monde verrait avec grand intérêt. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de discussions. Mais si on pourrait avoir une élection qui réussissait à une transition de puissance en Congo, ça c'est très bon et le monde va se rendre compte. Et ça c'est important. Alors, Eddy, dites-nous, quelles sont les lacunes que vient combler cette nouvelle loi électorale? Quelles en sont les nouveautés? En fait, le gouvernement voulait, en initiant cette loi, corriger certaines lacunes. Et parmi ces lacunes, il y a le contentieux ou les litiges électoraux. On n'a jamais organisé des élections au niveau de la base. Donc, selon les gouvernements, la principale raison de cette loi, l'une des principales raisons était de pouvoir permettre aux Congolais de voter au niveau de la base, donc au niveau de chefferie, au niveau de... Donc c'est ça, mais aussi de permettre par exemple aux Congolais qui sont à l'étranger de voter aussi. Oui. Donc il y avait beaucoup d'autres choses que la loi passée n'avait pas permis de réaliser. Il y a les ressentiments bien sûr qui a été l'objet de toute la lutte, de toutes les manifestations qui ont eu lieu.
Évidemment, c'était dans la proposition, dans les projets des lois que le gouvernement avait initiés. Voilà. Le secrétaire d'État américain était au Nigeria dimanche pour prôner des élections pacifiques avant la présidentielle du 14 février prochain dans ce pays. Mais à propos de la RDC, voici ce que John Kerry m'avait confié en avril dernier. J'espère que Kabila verra qu'il faut tenir par la Constitution. Il faut soutenir ceux qui ont la loi. Et j'espère qu'il verra que, à ce moment, ce sera peut-être pas avisable d'essayer de changer ça pour se servir lui-même. On verra. Et voilà, le secrétaire d'État John Kerry. Très rapidement, Michael O'Hanlon, vous qui connaissez la RDC depuis l'ère de Mobutu et du Zaïre, l'administration Obama a-t-elle clairement exprimé ce qu'elle attendait des Congolais en vue des élections? Il y a eu beaucoup de tohu-bohu dans cette affaire. Les gens ont donné une perception de l'article 8 qui était complètement erronée. Mais c'est normal parce que le pouvoir appartient au peuple. Et si le peuple ne veut pas d'une option, il est important de respecter l'option du peuple. Et j'espère que le sénateur a compris. Et tout le monde doit comprendre dans le même sens. Je suis très satisfait parce que les sénateurs ont joué à la sagesse ainsi qu'à l'apaisement. Parce que c'était les points d'achoppement. C'est ça qui a brûlé la ville de Kinshasa. Les problèmes de recensement, les Kinois ont constaté ça comme étant un prolongement du mandat présidentiel. On a constaté qu'il y a des innovations dans ce projet qui vient du gouvernement. Notamment, on parle de la question des femmes, on parle de la question du changement de la circonscription du groupement au secteur ou chefferie, mais essentiellement, on parle de la transparence des opérations électorales, du début jusqu'à la fin. Et dans les 90 jours qui précèdent la fin du mandat de Joseph Kabila, les élections doivent être convoquées. À défaut de ne pas le faire, le peuple va se prendre en charge. Je ne pense pas qu'on est avancé, parce qu'aucun problème n'a été résolu. Le problème principal, ce n'est pas en fait de retirer la disposition de la loi qui était controversée. Le problème fondamental, c'est comment créer un consensus, comment créer la confiance entre les Congolais. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Voilà, Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Et tout à l'heure, je vais revenir à cette question que j'ai posée à Michael O'Hanlon avant ce micro-trottoir que nous venons d'écouter. Voilà, gros plan sur la situation politique au Congo-Kinshasa. Nos invités à Bruxelles, Nicole Boachia du parti d'opposition UNC. Depuis Boston, Gilbert Okoko-Kalonda du MSDD, qui fait partie de la majorité gouvernementale à Washington, Michael O'Hanlon de la Brookings Institution et mon collègue de la VOA, Eddie Isango. Mais comme promis, les points de vue exprimés sur la page Facebook de la VOA, de VOA Afrique, et je dois dire que la plupart venant de Congolais vivant à l'étranger, d'autant que le gouvernement de Kinshasa avait coupé l'Internet en RDC pour éviter un scénario burkinabé d'après des observateurs. Alors, Jérémy Kitemoko, Luanda, Angola, la crise au Congo pourrait prendre fin à condition que nous n'ayons pas un président préfabriqué par la commission électorale en collaboration avec la communauté internationale. Blandine Kabeya-Lotika, une Congolaise habitant dans l'État américain du Texas, vaut mieux un diable que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Joukas Kao, Cotonou, Bénin, prêt pour la révolution, la lutte continue. Et Menga Rodolphe, Bujumbura, Burundi, nous oublions tous les problèmes qui déchirent la RDC, que Kabila quitte le pouvoir, que la MONUSCO quitte notre pays, que les Rwandais, Tutsis ou Hutus rentrent également chez eux. Nous voulons la paix. Avant de retrouver nos invités, un mot sur la mobilisation de la diaspora congolaise aux États-Unis après les derniers événements. Pour en parler, j'accueille Roger Muntu. Salut Roger.
Salut Jacques. Évidemment, ces événements n'ont pas laissé insensible cette diaspora qui s'est réunie à Washington pour discuter des moyens pour assister les victimes. Nous avons parlé à certains membres de cette diaspora qui continuent à garder espoir. J'aimerais la base, l'éducation pour chaque enfant, à manger pour chaque enfant. Vous savez, ce sont des petites choses, mais qui sont grandioses. Vous savez, ça fait la différence. Ce qui se passe au Congo nous touche au plus profond, parce que c'est la diaspora qui est en train de soutenir toutes les familles, et cette diaspora se prive de beaucoup de choses pour subvenir aux besoins des familles qui sont restées. Alors que c'est notre pays qui devait faire de nous ce que nous devrions être dans cette diaspora, une fierté, des agents de changement. Les Congolais de la diaspora se sont réunis, la diaspora américaine, région de Washington DC, se sont réunis pour discuter et voir comment est-ce que nous pouvons venir en aide à nos compatriotes qui ont été blessés, ceux qui ont été tués, pour apporter un temps peu soit-il une petite assistance pour les aider. Ils sont venus de plusieurs États américains pour discuter des moyens de venir en aide à leurs concitoyens. Se sont-ils bien organisés? Gary Ouellet nous en dit plus. Absolument, oui. Il y a une organisation qui a déjà été mise en place. Il y a un compte bancaire qui a été ouvert pour le besoin de la cause. Les manifestations des lundis contre la nouvelle loi électorale ont fait des morts et des blessés. D'après ces Congolais, un jeune de 17 ans nommé Gabi avait succombé. Sur les réseaux sociaux congolais, on pouvait lire « Je suis Gabi », comme dans le slogan créé par Joachim Rossin, un graphiste français, dans les heures suivant l'attentat contre le journal Charlie Hebdo en soutien aux victimes. Gabi, c'est l'héros national. C'est la première personne qui est succombée au moment des événements qui viennent de se passer au pays. Et c'est de là que je dis, je suis Gabi. Jacques, cette diaspora congolaise des États-Unis a exprimé sa déception pour la situation actuelle en RDC. Ses membres nous ont aussi dit que si M. Kabila se représente en 2016 aux élections, il y aura sans doute d'autres morts. Ce que les Congolais ne souhaitent pas évidemment. Roger, merci bien. Avant d'aller plus loin, Michael O'Hanlon, si vous pouvez répondre à cette question que j'ai posée tout à l'heure à propos de l'administration Obama. Est-ce que cette administration a été limpide en ce qui concerne la situation en RDC? Moi, je dirais que l'administration Obama est préoccupée par les crises dans le Moyen-Orient et dans la Russie, ainsi de suite. Et donc, je dirais que la RDC, ce n'est pas une question importante, comme vous avez dit il y a 10 minutes peut-être, mais quand même, je dirais que si on pourrait avoir une histoire qui réussit, un pays qui réussit dans le cœur de l'Afrique, ça serait quelque chose. Et ça pourrait commencer à devenir une histoire positive. Et à ce point-là, c'est possible que l'administration va souligner ce cas plus que l'administration va le faire maintenant. Alors justement, voyons ce qui peut attendre la RDC d'ici à l'année prochaine. Gilbert Kalonda, l'actuelle majorité se prépare-t-elle à l'après-Kabila? En fait, c'est tout à fait démocratique. Oui. Nous sommes une majorité, nous avons un projet de société, nous avons tout ce qu'il faut pour que le Congo continue à suivre notre politique. Mais la question essentielle que nous, au MSD, nous soulevons, c'est d'abord le processus électoral en question. Est-ce que, bien que la loi a été votée, il reste maintenant la réforme des règles qui régissent les contentieux électoraux. Vous vous rappelez que depuis 2006 à 2011, nous avions eu des élections qui ont été émaillées de beaucoup d'irrégularités. Ouais. Et donc, même si nous sommes de la majorité, nous n'avons pas honte de le dire. Au sein du MSD, nous discutons de ces questions. Donc, si nous voulons réellement une alternance démocratique, si nous voulons réellement que le Congo, j'ai bien suivi
mon co-débatteur qui est là, qui dit que les Américains ne sont pas trop intéressés. Mais est-ce que le Congo instable peut-il faire en sorte que l'Afrique soit développée, surtout l'Afrique centrale? Nous ne pouvons pas souhaiter ça. Nous devions ensemble, et les institutions nationales et les institutions internationales, travailler de commun accord pour que le Congo soit un pays fort, un pays démocratique, un pays où le développement peut faire en sorte que les autres pays de la région des Grands Lacs puissent bénéficier. On ne pourra pas aller plus loin là-dedans. Donc, je vais m'adresser maintenant, professeur Boacha, hormis les Tshisekedi et les Kaméré, y aura-t-il également un vent nouveau pour convaincre la majorité des électeurs en RDC? En tout cas, oui, il faudrait qu'il y ait un vent nouveau, c'est-à-dire que du côté de l'opposition, la plupart des électeurs, évidemment, du côté de l'opposition. Oui, oui, bien sûr. L'opposition, de toute façon, est unie autour de cette grande problématique qu'est le mandat électoral. Nulle part dans l'histoire du Congo, on a eu une unité sans pareille des opposants. Nous sommes très fiers de cela. Nous avons mis de côté tous nos égos, égoïstiques et égoïstes, pour pouvoir ensemble dire non à cette loi scélérate. C'est fait. Nous sommes contents. Les élections, si tout se passe bien, auront lieu l'année prochaine. Alors, y a-t-il un candidat que les partis d'opposition pourraient soutenir et qui pourrait proposer un manifeste électoral fédérateur? Mais bien sûr, il y aura un candidat, mais tout ça se fait autour d'un consensus, autour d'un débat, autour d'une convention que l'opposition fera ensemble pour que la meilleure personne qui soit en meilleure position, qui pourra mieux fédérer, c'est celle-là qu'on pourra présenter. Pour vous, ce sera qui Monsieur Kaméré peut être un candidat comme parmi tant d'autres, tout simplement. C'est comme ça que je peux vous répondre. Voilà. Mais c'est une grosse pointure, tout comme d'autres le sont aussi. On verra qui sera le meilleur. Michael O'Hanlon, pensez-vous que les électeurs au Congo-Kinshasa, aussi bien qu'ailleurs en Afrique du reste, ont le devoir également de mettre fin au culte de la personnalité et d'élire des dirigeants sur la base de vrais programmes d'action? Je crois que la personnalité est très importante, mais c'est également une occasion pour le peuple congolais de se réunir. Je crois que c'est très important que la personne qui gagne présente un programme qui est unifiant, qui est pour le peuple congolais en général. Et ça n'a pas été l'histoire du Congo, de la République démocratique du Congo. Mais vous avez vu la situation au Burkina Faso, hein? Donc est-ce qu'éventuellement ça pourrait faire effet boule de neige très rapidement? Oui, c'est ça. Et donc, c'est très important que le processus soit unifiant et que le programme soit pour le peuple entier. Alors, Eddy, très rapidement, si tout se passe comme prévu, quelles sont les dates à retenir dans le calendrier électoral? Voilà, il y a une date qui est dans la Constitution. En fait, ce n'est pas une date fixe, mais concernant l'élection présidentielle, c'est que les élections présidentielles doivent être organisées ou le scrutin doit être appelé 90 jours avant l'expiration du mandat en cours du président actuel. Mais il y a d'autres dates qui ont été déjà fixées, par exemple le 14 juin, où la commission électorale indépendante doit organiser les élections au niveau de chefferie, au niveau de la base, des secteurs. Il y a le 29 juin, plutôt le 29 octobre au niveau de conseillers urbains et autres. Et finalement, au niveau... Malheureusement, on ne pourra pas tout dire, Eddy, je m'excuse. Mille merci à nos invités. Nicole Toumba Boacha du parti UNC, Gilbert Okoko Kalonda du MSDD, Michael O'Hanlon de la Brookings Institution et mon collègue Eddy Sango. Un petit clin d'œil à B1 TV, notre télépartenaire à Kinshasa. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA, partout où vous êtes. Merci de nous avoir accueillis chez vous encore une fois cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt.